Le Grand Matin été Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Sud Radio, 9h07, et on ouvre les débats avec le remaniement. Hier, Emmanuel Macron également qui s'exprime ce matin à 11h. Alors qu'attendre de cette déclaration du président? Que pensez-vous du profil du nouveau gouvernement? Et cette question, que retenez-vous du remaniement gouvernemental entre les départs de Pape Ndiaye, celui de Marianne Chapa, l'entrée au gouvernement d'Aurore Berger ou bien la promotion de Gabriel Attal? Eh bien, en grande majorité, vous retenez le départ de Pape Ndiaye. Et on en débat avec nous aujourd'hui Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour. Bonjour. Et Jean Garrigue, universitaire français et spécialiste d'histoire politique. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec nos auditeurs aussi au 0806 300 300. On va se concentrer tout d'abord sur ce qui va arriver là tout prochainement aux alentours de 11h, la prise de parole attendue d'Emmanuel Macron. Jean Garrigue, est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on doit attendre quelque chose en particulier de cette prise de parole? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? De toute manière, en premier lieu, une explication des raisons du remaniement, même si a priori il appartient au Premier ministre, à la Première ministre d'effectuer le remaniement. On sait très bien que sous la Ve République, le président joue un rôle majeur, donc il faut expliquer. Et il faut expliquer en quoi ce remaniement peut être un nouveau départ, incarner un nouveau souffle. Bon, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, que c'est plutôt un remaniement, j'allais dire, technique et je dirais presque même de correction de ce qui ne fonctionnait pas dans le précédent gouvernement. Donc il faut expliquer. Il faut expliquer ça. Il faut expliquer aussi le bilan. Ça a été reproché à Emmanuel Macron de ne pas le faire le 14 juillet. Le bilan de ces fameux 100 jours. Voilà. Et bien ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et pourquoi justement il ne s'est pas exprimé le 14 juillet. Donc il y a beaucoup d'éléments d'explication. C'est très difficile, en revanche, d'avoir une dimension, je dirais, prospective dans ce discours, parce que on ne sait pas très bien où on va, et comme toujours, en l'absence d'une majorité forte à l'Assemblée nationale, les réformes de la fin du quinquennat apparaissent hypothétiques, en tout cas difficiles à mener. Donc vous voyez, il y aura essentiellement, me semble-t-il, une dimension d'explication dans cette intervention. Arnaud Benedetti, de la pédagogie, de l'explication de texte, c'est finalement ce qu'il faut attendre tout simplement de cette prise de parole d'Emmanuel Macron à 11h tout à l'heure? Très franchement, moi je ne sais pas ce qu'il faut en attendre. Il y a, si vous voulez, cette espèce de passion française aujourd'hui de penser que la parole présidentielle tombant verticalement va soudainement nous éclairer. C'est inscrit dans notre histoire, peut-être, c'est inscrit dans notre ADN. Force est de constater que ça ne fonctionne plus vraiment. Et ça fonctionne encore moins aujourd'hui pour Emmanuel Macron, pour une raison simple, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup communiqué, qui a beaucoup parlé, qui s'est beaucoup exprimé et qui devient de moins en moins audible et lisible pour un grand nombre de nos compatriotes. D'ailleurs, ça a été objectivé dans un certain nombre d'études d'opinion. Non, la vraie question, je crois, c'est de savoir finalement quel est le sens de ce remaniement. Et on le cherche en vain, parce qu'un remaniement, si vous voulez, ça doit servir de levier politique pour relancer une machine gouvernementale, soit pour redéfinir des orientations politiques en changeant de Premier ministre. C'était le cas de François Mitterrand en 1983, quand François Mitterrand finalement écarte Pierre Mauroy après 2 ans de mandat. Il nomme un nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, vous savez, ce jeune Premier ministre qu'il donne à la France, pour reprendre son expression. Et ça en vient à objectiver un changement de ligne politique, c'est-à-dire l'acceptation de l'Europe, le fait que l'on va mener des politiques plus de rigueur sur le plan économique. On parlait d'austérité à l'époque. Là, ça avait véritablement un vrai sens politique. Là, si je vous entends bien, en fait, là, on cherche un peu le sens de ce remaniement. Il n'y en a pas vraiment. Comme l'a dit fort justement Jean Garrigue, c'est un remaniement, j'allais dire presque de révision. On révise le moteur
Donc on va changer un certain nombre de pièces dont on considère qu'elles sont défectueuses. D'ailleurs, des pièces qui très souvent ont été défectueuses plutôt sur le plan de leur communication. Finalement, qu'est-ce qu'on reproche à M. Braun, qu'est-ce qu'on reproche à M. Papendiaï? C'est des communications maladroites ou finalement des communications inexistantes en l'occurrence. Et une certaine discrétion, oui. Discrétion. Voilà ce qui est reproché. Mais sur le fond, ce remaniement témoigne en creux vraisemblablement du fait que la dynamique macroniste, qui a été une dynamique qui a réussi depuis plusieurs années à agréger des gens qui historiquement n'étaient pas avec elle, aujourd'hui n'y arrive plus. Parce que ce qu'il faut noter quand même dans ce remaniement, me semble-t-il, c'est que du côté des lignes droites d'opposition que constituent par exemple les LR, cette fois-ci il n'y a pas de prise de guerre. Il n'y a aucune prise de guerre. Donc moi je dirais que c'est un remaniement d'attente, c'est un remaniement de transition, c'est un remaniement qui vise à gagner du temps dans une période qui est difficile parce que l'équation parlementaire, elle, n'a pas changé depuis 2022. Mais on va revenir justement sur cette question-là à ce niveau, Arnaud Benedetti. Juste, on va au standard 0826 300 300. Vous nous appelez, Laurie, avec un auditeur qui est avec nous. Patrick de Fréjus, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, bonjour. Pour vous, ce discours d'Emmanuel Macron à 11h, vous n'en attendez pas grand-chose, hein? Non, moi je serai à la plage, donc je ne vais pas l'écouter, malheureusement. Oui, pardon, non, excusez-moi. Jamais j'aurais osé faire ça. Non, mais attendez. Je vais vous dire, moi, il n'y a qu'une chose que je retiens dans ce remaniement, c'est l'arrivée de Sabrina, je ne sais plus son nom complet, que j'ai vu à CNews. C'est une fille, elle me semble sincère et honnête. Oui, qui est assez forte en gueule. Hein. Sabrina Agresti à Roubache. Qui sera chargée de la ville. Voilà, elle me semble sincère. Pour le reste, député de Marseille. C'est tout pareil. C'est tout pareil, je vais te dire que vous prenez Pierre, Paul, Jacques, vous les changez, interchangez, c'est tout pareil, c'est tout. Franchement, la Macronie, elle est sur le même réseau, c'est-à-dire des technocrates, des gens hors sol, des gens qui ont l'ambition. Je comprends l'ambition, moi j'étais ambitieux en tant que commercial, mais qui sont ambitieux, qui ont les dents en avant, qui font tout ça pour eux d'abord, et puis peut-être pour les Français, mais d'abord pour eux. Donc moi j'attends rien du tout. Rien du tout. Sauf cette dame que j'ai trouvée honnête quand je l'ai vue à CNews, elle a l'air de bien défendre ce qu'elle aime. Qui est une proche du couple Macron. J'ai vu ça. On verra bien si elle va rester proche. On verra ce qu'elle donne. En tout cas, c'est vrai qu'on parlait de discrétion. On verra peut-être qu'on entendra davantage parler d'elle, effectivement. Merci beaucoup, Patrick, et bonne plage. Moi, je vais à la plage, là, maintenant, excusez-moi. On a bien compris. Continuez d'écouter Sud Radio, hein. N'hésitez pas. Mettez le volume à fond pour les voisins. Bon, allez. Justement, on retrouve nos invités. Un peu plus de sérieux. Arnaud Benedetti, on l'entendait là, effectivement, Patrick, il n'entend pas grand-chose de ce discours d'Emmanuel Macron. Une autre question qui se pose également, vous le disiez alors à l'instant, c'est le fait que finalement on est un peu dans un remaniement, faute de mieux, on attend la rentrée parlementaire, ça va être très compliqué. L'idée c'est quoi? C'est que s'il y a le risque de motion de censure, c'est toujours mieux de garder Elisabeth Borne et un gouvernement presque en l'état? C'est-à-dire qu'il faut revenir un peu à la genèse de cette fameuse séquence des 100 jours. Quand Emmanuel Macron parle des 100 jours pour l'apaisement, il fixe implicitement un cadre à sa première ministre qui consiste à retisser le lien avec une opinion rétive à la réforme des retraites, il faut s'en souvenir, mais aussi à essayer d'élargir peut-être la base parlementaire de la majorité. Force est de constater que après un certain nombre de discussions, de négociations, Madame Borne n'y est pas parvenue. Mais pour autant, elle n'a pas démérité parce que d'une certaine façon, elle a conduit la feuille de route pour laquelle elle était missionnée par le président de la République. Donc, ce qui explique son maintien au gouvernement, mais ce qui explique son maintien à Matignon, mais le fait qu'elle n'est pas parvenue d'une certaine manière à desserrer l'étau parlementaire, qui est quand même un vrai problème structurel dans la législature. Donc, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Il faut en attendre vraisemblablement un gouvernement qui va continuer à caboter au niveau du Parlement en essayant de faire adopter au fil de l'eau un certain nombre de textes, en essayant de trouver des majorités de circonstances. Ça sera compliqué parce que les LR semblent à ce stade durcir un peu leur position quand on les entend notamment sur le budget, mais également sur l'immigration. Je pense que les discussions budgétaires et la discussion du projet de loi immigration, lorsque celui-ci sera en état d'être discuté, constitueront des juges de paix
pour le gouvernement de Madame Borne. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous restez avec nous. On retrouve aussi dans un instant Jean Garrigue, universitaire français, spécialiste d'histoire politique, pour poursuivre le débat. Vous nous appelez également, vous, au 0826 300 300 pour réagir à ce remaniement, petit, mini remaniement. Quel sens lui donner? Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Sud Radio, 9h19 et on poursuit les débats. Le remaniement du gouvernement annoncé hier va-t-il changer quelque chose à la ligne politique du président Macron? Que doit-on en attendre? On en débat avec Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et avec Jean Garrigue, universitaire français et spécialiste d'histoire politique. Jean Garrigue, on a vécu quand même une journée un peu étrange hier. Finalement, c'est un communiqué de presse arrivé juste avant 20h qui a officialisé ce remaniement. Marlène Schiappa avait déjà pris la parole avant. Certains ministres avaient déjà plus ou moins fait savoir aux journalistes ce qu'il en était pour la suite, avant l'officialisation. C'est un peu bizarre comment ça s'est passé, ce remaniement. On n'avait pas trop l'habitude. Ça s'est déjà produit comme ça, sous la Ve République Franchement, oui. Sous la Ve République, il y a toujours eu des fuites avant les remaniements, des présomptions. Ça fait des semaines que les médias bruissent de cet éventuel remaniement. Donc là-dessus, moi, je suis pas fondamentalement choqué. C'est pas une nouveauté. En revanche, c'est un remaniement dont on a un peu de peine à voir le sens politique. Et d'ailleurs, il n'y a pas véritablement de sens politique, sinon de s'être débarrassé de Pape Ndiaye et de François Braun parce qu'on considérait que leur communication n'était pas bonne, et de Marlène Schiappa parce qu'elle était prise dans l'affaire des fonds Marianne, qui est une affaire d'ailleurs assez étrange et qui va encore suivre son cours. Non, la réalité, c'est que si on avait voulu faire, et la seule raison de faire un remaniement aujourd'hui, et pour qu'il ait un sens politique, ce serait évidemment différencier des gens des Républicains. Parce que la seule possibilité pour asseoir une majorité et réformer à terme, aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, c'est d'essayer de consolider une forme de majorité à plus ou moins long terme. Alors on a parlé d'un contrat de gouvernement, ça paraît très compliqué aujourd'hui, mais en tout cas d'essayer, comme le disait Arnaud Benedetti tout à l'heure, de caboter, mais de caboter avec des instruments, je dirais, des compas et des choses qui puissent permettre d'aller dans une véritable direction. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, un véritable remaniement aurait pu, ou pourrait, c'est encore possible, pourrait avoir lieu, par exemple, à l'issue des élections sénatoriales en septembre prochain. Parce que là, la donne politique sera un peu changée. Il est fort probable d'ailleurs que ces élections sénatoriales accroissent encore la majorité des Républicains au sein du Sénat, amenuisent la représentation de ce qu'on appelle la Macronie, et donc que le rapport de force ayant changé, il y a une nécessité pour Emmanuel Macron de faire plus de concessions aux Républicains, et donc éventuellement d'enrichir, je dirais, le gouvernement dans une inflexion à droite, dont il faut rappeler d'ailleurs que cette inflexion correspond à celle des électeurs. La France est de plus en plus à droite, et sur un certain nombre de questions cruciales dont parlait là encore Arnaud, notamment les questions d'immigration ou d'identité. Donc si vous voulez, un véritable remaniement, à mon sens, viendrait à la rentrée après les sénatoriales. Ces élections notamment. Pour l'instant, on est dans une transition, et alors il y a un petit paradoxe quand même, c'est que ceux qui sont entrés ou ceux qui sont consolidés, justement, eh bien, ne représentent pas cette ouverture vers les Républicains qui pourrait être, je dirais, un élément de renforcement de la position d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Au contraire, on se resserre vraiment sur ces plus fidèles de la Macronie, quoi. On se resserre sur des fidèles de la Macronie. Alors, ça a évidemment une justification, qui est une justification technique. On reproche, et à juste titre, à ceux qui sont partis d'avoir très mal communiqué, de n'avoir pas été suffisamment venant de la société civile notamment, et pas avoir cette expérience-là. Effectivement, avant de redonner la parole à Arnaud Benedetti, on retourne. Arnaud Benedetti, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, allez-y. Non, juste, moi ce que je pense véritablement, c'est que la question, pour créer un contrat de gouvernement, il faut être deux.
Et je rejoins en effet les propos de Jean Garrigue, c'est-à-dire qu'il y aurait une fenêtre de tir éventuellement après les élections sénatoriales qui vont certainement pas changer grand-chose à la donne du Sénat. Le problème, c'est de savoir si les Républicains, en l'état, d'abord, ont intérêt à nouer un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron, mais surtout la difficulté, c'est qu'ils sont eux-mêmes extrêmement divisés vis-à-vis de cette option. Vous avez 3 lignes chez les Républicains, pour aller très vite. Vous avez une ligne qui est favorable, en effet, à un compromis un peu à l'allemande sur un contrat de gouvernement. C'est une ligne qui est défendue notamment par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mais aussi par quelqu'un comme Jean-François Copé. Vous avez une autre ligne qui est, j'allais dire, plutôt la ligne aujourd'hui officielle, celle qui est finalement de M. Ciotti. On est dans l'opposition, mais on peut éventuellement, de temps à autre, voter des textes proposés par la majorité, comme ça a été le cas lors de la réforme des retraites. Et puis, il y a une dernière ligne qui, elle, est la ligne qui s'est exprimée notamment durant le débat sur les retraites, qui est une ligne, en l'occurrence, d'opposition ferme, catégorique, déterminée à Emmanuel Macron et à sa majorité. Si vous voulez, ces divisions à l'intérieur des Républicains rendent aujourd'hui, à ce stade, extrêmement difficile une possibilité de contrat de gouvernement. Et je crois qu'en effet, le vrai encore problème pour Emmanuel Macron, c'est de savoir comment il peut éventuellement élargir sa base parlementaire. Ça me paraît à ce stade extrêmement compliqué. Finalement, le gouvernement d'Elisabeth Borne n'est pas maître de son destin parce qu'à tout bout de champ, il est, soumis à la menace, comme d'une épée de Damoclès, d'une motion de censure que toutes les oppositions, à un moment donné, viendraient à voter. C'est clair. Arnaud Benedetti, on retourne au standard 0826 300, puisqu'on a un autre auditeur qui est avec nous. Oui, Simon de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour aux auditeurs. Bon, moi, je voulais juste faire une petite intervention concernant déjà ce remaniement. Il s'avère que rien sur le régalien n'a changé, c'est-à-dire que de toute façon, en sous-entendu, ça veut dire que ceux qui occupent ces postes sont parfaitement à leur place et ont fait tout ce qu'il fallait. Bon, là, permettez-moi d'en douter quand même. Et ensuite, on voit que les nominations, c'est juste un recentrage des plus fidèles de la première vague, que LREM, puisque de toute façon, c'est des gens qui sont les porte-parole du gouvernement, qui sont de meilleurs communicants et qui apprennent les éléments de langage par cœur et qui arrivent à ressortir ça sans conviction, mais à le ressortir de telle manière à faire croire qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Donc, on va faire réagir. En tout cas, merci Simon d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Jean Garrigue, alors il y avait quelque chose qui était important aussi par rapport notamment à ce que disait Simon, c'est que au final, il y a quand même assez peu de changements sur les postes importants, ministériels importants. En gros, l'idée, c'est on a passé ce cap des 100 jours et au final, voilà, on garde le cap, quoi. Le même cap. Il faut reconnaître qu'au terme de la crise des retraites, beaucoup pensaient que le sort d'Elisabeth Borne était jeté. Moi, j'ai entendu beaucoup d'observateurs dire c'est fini pour elle. Et finalement, elle a plutôt bien géré cette après-crise des retraites, l'objectif ayant été sûrement d'atteindre les vacances, parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, il y a une sorte de trêve politique. Mais c'est vrai aussi que les Français ne sont pas dupes, comme l'a indiqué la réaction de votre auditeur. Je ne souscris pas à l'idée que ces gens-là n'ont pas de conviction, etc. C'est un petit peu plus compliqué que ça et je ne voudrais pas tomber dans cette forme d'antiparlementarisme, d'antipolitisme. Mais simplement, c'est vrai qu'on sent très bien qu'on est dans un moment de transition. On est dans un moment de transition tout simplement parce que l'équation politique d'aujourd'hui, cette tripartition politique, ne peut se résoudre que si véritablement il y a, je le répète, formalisation d'une alliance avec les Républicains. Et c'est vrai, comme le dit Arnaud Benedetti, que de toute manière, cette alliance ne pourrait passer, si elle voulait vraiment être efficace, que par un contrat de gouvernement, et que pour l'instant, la majorité des Républicains n'en veulent pas. C'est effectivement une ligne défendue, notamment par Nicolas Sarkozy, mais là, on mesure bien que l'influence de Nicolas Sarkozy n'est plus ce qu'elle était auprès des Républicains, et que si l'on raisonne à plus long terme, et si on se projette dans les élections
de 2027, il n'est pas du tout sûr que les Républicains aujourd'hui aient intérêt justement à mêler leur sort à celui de la République en marche, enfin de l'ex-République en marche, appelée aujourd'hui Renaissance. Donc, vous voyez, on est véritablement dans un moment de transition. Ça donne l'impression aux Français que finalement, on prend les mêmes et on recommence. On s'est débarrassé de 2-3 poids qui pesaient un tout petit peu trop lourd dans la Macronie, et on continue comme ça. Mais de toute manière, si véritablement on veut que les choses bougent, on veut qu'un certain nombre de réformes soient mises en place, il faudra en passer par ces alliances qui, pour l'instant, comme le dit Arnaud, sont plutôt du cabotage, au coup par coup, mais il faudra en passer par cette alliance avec les Républicains, et tous les remaniements techniques ou cosmétiques comme celui-là n'arriveront pas à changer cette donne qui est irréversible. Il faut absolument que des choix politiques plus tranchés soient faits par le gouvernement. Arnaud Benedetti, pour conclure, ce gouvernement, en tout cas ce nouveau gouvernement, il va être mis à rude épreuve dès la rentrée. Il y a le projet de loi immigration, il y a le budget 2024 aussi, ça va être très chaud. Est-ce que ça va pas être compliqué justement pour ce nouveau gouvernement à gérer, et puis est-ce qu'on risque pas finalement à l'inverse de tomber dans une forme d'immobilisme de la part du gouvernement? Ça sera d'autant plus compliqué, encore une fois, que les rapports de force parlementaires sont extrêmement difficiles pour l'exécutif. Je rappelle, c'est que le gouvernement de Madame Borne, c'est le gouvernement qui a la majorité la plus relative qu'on ait connue sous la Ve République, parce qu'on a eu 2 cas similaires en 67 et en 88, sauf qu'en 67, d'abord, le président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, après les événements de 68, a dissous et a obtenu une majorité absolue, mais même en 67, il avait une majorité relative qui était plus forte que celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Assemblée, et en 88, François Mitterrand et Michel Rocard disposaient de stabilisateurs à la fois sur leur gauche et sur leur droite, qui leur permettaient quand même, malgré tout, de pouvoir naviguer au Parlement. Là, si vous voulez, c'est un peu asséché. C'est un peu asséché, donc ça va être extrêmement compliqué, comme vous le dites. Et encore une fois, il faudra une grande maestria parlementaire pour parvenir à éviter, le moment venu, une motion de censure. Je fais partie de ceux qui considèrent que cette législature n'est pas viable sur 5 ans. On verra bien. En tout cas, ça serait un exploit si elle l'était. Avec cette question, référendum, dissolution ou pas, ça on verra aussi. Ça fait partie des solutions éventuelles pour Emmanuel Macron aussi. Mais ça, on verra pour la suite. En tout cas, ça sera un autre débat. Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci aussi à vous, Jean Garrigue, universitaire français, spécialiste d'histoire politique. Je vous souhaite une très belle journée à vous deux. Et merci d'avoir été avec nous. On poursuit à suivre 9h31 sur Sud Radio Laurie. Oui, dans un instant, mon invité Mathieu Madénian qui nous parle du festival de Collioure. Il faut vite réserver vos places. Ça a lieu la semaine prochaine. À tout de suite. Le Grand Matin Été revient dans un instant sur Sud Radio.